Bonsoir et bienvenue pour cette réunion organisée par l'EREMIP, dont M. Jacques Lagarrigue, que je ne vois plus, est le directeur. Il sait tellement combien je suis heureuse d'accueillir le professeur Marie-France Mamzer qu'il m'a donné la parole pour vous la présenter. Je connais Marie-France Mamzer effectivement depuis longtemps. Elle est médecin à Paris, à Necker, où elle a exercé, où elle exerce encore, la profession de néphrologue dans une équipe de greffe, de transplantation rénale à Necker, auprès du professeur Kreis et puis de l'équipe du professeur Legendre. Et elle était là en transplantation, médecin, réanimateur, néphrologue, réanimateur. C'est une profession exposée à la réflexion éthique, dans laquelle elle s'est engagée avec enthousiasme, et c'est ainsi que je l'ai mieux connue. Tellement engagée qu'aujourd'hui, elle est devenue un professeur de médecine légale et spécialisée en réflexion éthique, on ne dit pas éthicien dans notre pays, à l'université Paris-Descartes. Voilà, je suis très heureuse de vous la présenter pour cette conférence qu'elle va introduire elle-même. Merci beaucoup Catherine. C'est un honneur pour moi d'avoir été invitée à parler devant cette assemblée au sein de cette EREMIP dont j'ai entendu très longuement parler déjà par Catherine. C'est toujours un peu impressionnant de parler là où on ne nous connaît pas. Alors j'espère être à la hauteur, malgré le fait que je commence ma présentation par une petite provocation. La transplantation, à quel prix? Il est évident que je ne vais pas vous présenter les chiffres qui sont pourtant disponibles sur Internet, si on sait bien chercher, qui permettent de donner un prix à chacun des organes quand on sait se déplacer, se débrouiller, et qu'on n'a pas de problème avec le fait d'acheter un organe. Ça va aller bien sûr sur un terrain un peu moins rude, encore que vous allez voir de temps en temps, ça vaut la peine de se pencher sur la réflexion de cette pratique de la transplantation qui est devenue une pratique sociale plébiscitée, reconnue, d'intérêt majeur pour la santé publique, mais qui est freinée par l'insuffisance des organes disponibles et qui pousse l'ensemble de la communauté médicale, mais aussi sociétale, à voir comment on peut faire pour récupérer plus d'organes. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir des outils aussi sophistiqués, du coup je l'ai oublié. Alors, je ne vais rien vous apprendre en vous disant, en vous rappelant que les principes de la transplantation d'organes sont très différents de ceux des médecines conventionnelles. Pourquoi? Parce que c'est une médecine qui est complexe, c'est une médecine substitutive, qui nécessite bien sûr un geste chirurgical au départ, mais aussi un traitement immunosuppresseur à vie et qui est étroitement dépendante du fait que nous disposions de ces fameux organes et que ces organes doivent être viables et provenir d'un autre organisme humain, qu'il soit vivant ou mort. Avec des rapports entre le corps et la personne qui sont assez différents d'une culture à l'autre, et même au sein de notre culture, des rapports avec le droit qui sont censés un peu traduire notre culture, qui sont variables, ne serait-ce que lorsqu'on regarde les différences qui existent entre le droit romain et le droit anglo-saxon, sur lequel on ne va pas beaucoup s'arrêter, parce que je pense que ça complexifierait les choses, alors que déjà, en restant dans notre contexte, c'est bien compliqué. Évidemment, le premier enjeu éthique qui s'est posé, qui a été problématique pour la société, et notamment pour la nôtre, et je parle là sous le contrôle de pionniers de la transplantation, qui ont donc vécu cette aventure avant l'adaptation de notre société et de son cadre juridique à leur pratique. Le premier enjeu a été
de permettre l'accessibilité aux organes pour pouvoir réaliser ces fameuses transplantations. Alors même que notre loi, notre code civil, qui est très ancien et qui n'a pas beaucoup changé dans son esprit depuis l'époque de Napoléon, est là pour protéger précisément la personne humaine et son corps. Et l'arrivée de ces nouvelles pratiques qui s'imposaient à nous et qui se sont donc développées grâce à comment dirais-je, la ténacité de ces pionniers qui ont été convaincus qu'ils allaient rendre service à des personnes malades, leur sauver la vie, et qui ont pris le risque parfois d'être susceptibles d'être accusés, emprisonnés, punis pour avoir porté à l'intégrité d'une personne humaine, bien notre code civil a dû s'améliorer pour s'adapter à ces nouvelles pratiques. Il a fallu attendre assez longtemps pour qu'il soit parfaitement, entre guillemets, adapté. Il a fallu attendre tout bêtement les lois de bioéthique de 1994, même si on va voir qu'auparavant, il y avait déjà eu quelques aménagements. Toujours est-il qu'aujourd'hui, notre Code civil, dans son article 16, dit encore « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Et dans son article 16.1, il est précisé « Chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable, le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. » Et dans un article 16.1.1, il est précisé « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, les restes doivent être traités avec respect, dignité et décence. » Et si on passe les quelques articles intermédiaires qui sont intéressants mais qui nous concernent moins pour aller à l'article 16.6, il est écrit en toutes lettres « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte des produits de celui-ci. » Il a donc fallu aménager cette loi, mais lorsqu'on la lit dans ce sens, on se rend compte qu'elle ne fait pas encore l'affaire. On a même l'impression que notre loi continue de s'opposer à nos pratiques de prélèvement d'organes sur des corps d'êtres humains en vue de les greffer. On a l'impression, en première lecture, et sans aller un peu plus loin dans la lecture de ce Code civil, qu'on pourrait se trouver encore dans ce vide juridique qui existait et qui pourtant a commencé à être comblé à la fin des années 60, et qui, lorsqu'un prélèvement de rein était réalisé sur une personne vivante, exposait le chirurgien qui s'y prêtait à une condamnation pour coups et blessures volontaires, atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne sans finalité pour elle, et donc éventuellement à une peine conséquente en cas de décès. Il n'existait pas non plus, à l'époque, de critères permettant d'autoriser le prélèvement chez des personnes décédées, car il n'existait pas de définition de la mort compatible avec un prélèvement d'organes dans des conditions garantissant la viabilité de ces organes et donc leur intérêt pour la greffe. Il y a de fait eu tout un tas d'échecs des premières transplantations réalisées à partir d'organes prélevés chez des personnes décédées en raison de cette impossibilité de prélever des organes qui soient encore dans des conditions compatibles avec leur survie en tant qu'organe après le décès de la personne. Donc ce cadre législatif et réglementaire qui a évolué, il a évolué pour protéger les médecins, mais aussi pour protéger la société. Et parce qu'il ne fallait pas oublier de protéger la société, eh bien, notre loi a commencé par réaffirmer le primat de la personne humaine. En même temps, en 1968, on a eu un premier arrêté ministériel et une circulaire qui ont défini les critères de mort par destruction cérébrale. En 1976, une première loi qui a introduit la notion de consentement présumé dont on va parler tout à l'heure, qui en fait n'est pas, contrairement à ce qui est dit par tous, vraiment un consentement présumé, c'est la possibilité offerte de s'opposer à. Ça n'a rien à voir avec un consentement présumé. Et puis en 1994,
les premières lois de bioéthique qui ont permis de donner un statut juridique au corps humain qui n'existait pas dans notre loi, qui ont introduit la notion de don et qui ont défini un cercle restreint de personnes reconnues légalement comme susceptibles de donner leurs organes. Et le moyen qu'a trouvé notre appareil législatif de s'adapter à cette nouvelle réalité qui était le besoin de disposer des organes a été celui du choix du principe d'exception. Nous n'avons pas le droit de violer le corps humain. Les éléments issus du corps humain sont indisponibles, sauf dans deux situations très précises qui sont conditionnées par leur finalité. Nous pouvons éventuellement le faire sous d'autres conditions s'il existe une finalité pour autrui, au nom de la solidarité interhumaine. En France, avant, on appelait ça la fraternité. Nous pouvons aussi le faire pour des finalités de recherche. Et donc, les finalités qui permettent de justifier cette double transgression ont clairement une visée utilitaire. Mais ça ne suffit pas. Il faut en plus garantir le respect du principe d'extra-patrimonialité du corps, et donc ces prélèvements doivent être gratuits, et respecter, autant que faire se peut, la volonté de la personne source au nom d'un principe d'autonomie. Et la loi prévoit un certain nombre de différences que l'on comprend intuitivement, selon que la personne source est vivante et décédée, mais dans tous les cas, nous avons un devoir qui est celui de respecter la dignité humaine et aussi celui d'assurer des conditions de sécurité sanitaire très strictes de façon à ne pas empoisonner les gens que nous allons greffer. Alors les enjeux éthiques du prélèvement post-mortem sont compliqués. Vous les connaissez sans doute. Il y a finalement une triple problématique. La première, c'est que l'ensemble des pays aujourd'hui qui se sont organisés pour faire de la transplantation d'organes prélevés chez des donneurs décédés se sont mis d'accord pour considérer qu'il y avait une règle absolue à ne pas transgresser, qui est celle justement du décès préalable de la personne. Personne aujourd'hui dans le monde ne fait dans les faits, en l'avouant et en l'assumant, de transplantation, de prélèvement d'organes qui serait létal. Il faut impérativement que le décès de cette personne ait pu être constaté avant qu'elle soit prélevée. Ce qui pose des problèmes puisqu'il n'existe, comme vous le savez, pas de définition universelle de la mort et que, c'est très ennuyeux et déstabilisant, il n'y a pas de critères consensuels à l'échelle internationale de constat de décès. Néanmoins, vous allez voir qu'on a réussi à s'organiser pour se mettre d'accord sur un certain nombre de critères qui sont reconnus aujourd'hui comme permettant de constater ce décès. La deuxième problématique est celle, comme on l'a dit depuis le départ, de respecter la dignité humaine en respectant le corps mort, puisque la personne est défunte, et en essayant de garantir le respect de la volonté du défunt, ce qui est assez compliqué quand la personne est décédée et qu'on ne peut plus lui demander son avis par définition. Alors un certain nombre d'États se sont organisés pour dire eh bien, nous allons demander à la personne de se positionner avant son décès et de nous dire explicitement que cette personne, de son vivant, est d'accord pour qu'un prélèvement soit réalisé, un prélèvement d'organes soit réalisé sur son corps après son décès. Et puis d'autres États, dont la France, ont choisi de permettre les personnes de donner leur refus, de l'exprimer explicitement avant leur décès. Et pour cela, comme vous le savez, parce qu'il y a enfin des campagnes d'information grand public qui sont réalisées là-dessus, et puis parce que vous êtes des gens qui sont déjà bien informés sur ces sujets, eh bien, les moyens sont peu nombreux. Soit on a pris la peine de s'inscrire sur le registre national des refus, mais peu de gens encore en ignorent son existence,
Puis c'est compliqué. Soit on en parle avec ses proches de façon à ce que le jour où la question se pose éventuellement, eh bien, les proches puissent témoigner de cette absence de refus, voire de cette volonté, car un certain nombre d'entre nous sont très volontaires pour qu'après leur décès, on puisse prendre leurs organes pour sauver la vie ou améliorer la qualité de vie d'autres personnes. La troisième problématique, c'est celle du respect des proches. Alors aujourd'hui, la loi, elle ne prévoit pas que nous recueillions l'avis des proches. Il s'agit bien d'essayer de respecter les dernières volontés ou les volontés antérieures d'un défunt. Or, dans les faits, alors que la loi est extrêmement précise sur le sujet, ce qui se passe le plus souvent, c'est que lorsque les médecins ou les infirmiers en charge de la coordination des prélèvements demandent aux familles et de leur transmettre les volontés de ce défunt lorsqu'il était vivant, les familles comprennent qu'elles ont la possibilité, en tant qu'elles, de s'y opposer. Et d'ailleurs, les chiffres qui sont colligés par l'Agence de la biomédecine annuellement le montrent très bien. Il existe depuis fort longtemps environ 2/3 des refus de prélèvement d'organes qui sont exprimés par les familles en leur nom et assumés par les équipes médicales et par l'Agence de la biomédecine qui le montre. On peut s'en étonner. Peut-on s'en indigner? Je ne suis pas sûre, parce que je crois qu'il est très important, devant une pratique sociale comme celle-là, avec tout ce qu'elle a de grand derrière, de pouvoir se donner les conditions de l'exercer dans la paix sociale. Et la paix sociale, elle va dépendre essentiellement, voire exclusivement, des gens qui vivent ensemble une fois que la personne est défunte. Donc, c'est probablement pas en appliquant la loi, qui est assez rude, à la lettre que nous allons nous en sortir, mais peut-être par d'autres moyens qu'on va discuter un peu plus loin. En ce qui concerne les enjeux éthiques des prélèvements sur personnes vivantes, la problématique, là, est seulement double. On va considérer que le respect des proches est moins important, puisque la personne est là, dans son autonomie, et capable d'assumer ses choix. Nous avons donc à respecter la dignité humaine et l'autonomie de cette personne, telle qu'elle a été définie par les philosophes des Lumières, et pas seulement comme la préférence individuelle. Nous devons donc une information loyale, c'est-à-dire qui doit être juste et comprise. Nous devons assurer la liberté de l'expression du consentement du donneur, et nous devons, autant que faire se peut, et même, je dirais, à tout prix, éviter d'arriver à une réification de la personne. Et vous allez voir qu'on en est parfois pas très loin dans d'autres milieux, d'autres contextes que le nôtre, mais qui sont de temps en temps appelés à nous rejoindre. La loi est là aussi pour protéger la personne humaine, et donc nous devons pouvoir assurer la coexistence de cette pratique médicale extrêmement importante avec la protection des personnes les plus vulnérables. Or, aujourd'hui, nous n'en sommes pas capables. Il y a du commerce, on en parlera tout à l'heure, il y a du trafic, et tout ça constitue un nouveau visage de l'esclavage contre lequel nous avons sans doute à nous mobiliser par tous les moyens. Bien sûr, puisque nous sommes dans une pratique médicale, nous avons aussi à respecter les principes de l'éthique médicale, en particulier, et ça les médecins français sont assez vigilants, voire pour le goût de certains patients même trop vigilants, celui du primum non nocere. Pourquoi? Parce que les médecins, en tout cas en France, dans leur culture plutôt paternaliste, ont un peu de mal à imaginer qu'en donnant son organe, on peut en retirer quelque chose de positif pour soi-même. Ça n'est pas dans ce sens-là que la bienfaisance médicale est imaginée jusqu'à aujourd'hui par les médecins français. Et puis bien sûr, nous avons à respecter le principe d'autonomie. Je ne crois pas ici que le principe de justice soit d'une grande pertinence. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a pris en compte l'ensemble de ces tensions, l'ensemble de ces problématiques, et grâce
à l'appropriation par notre société, nos législateurs, de l'ensemble de ces questions, nous sommes arrivés d'une situation qui, en 1968, aurait pu conduire les médecins et chirurgiens en prison, à une situation de consensus, puis de priorité nationale pour la greffe, puisque dans ces évolutions de la loi de bioéthique en 2004 a défini la greffe et le prélèvement d'organes comme des priorités nationales. Tout ça n'a pu être accepté que parce qu'il y avait dans nos pratiques un témoignage évident du respect de la dignité, une confiance de nos citoyens, de notre corps social, devant la transparence qui permettait d'assurer une allocation équitable des organes. Car bien sûr, si on va prendre des organes, c'est pour greffer d'autres gens, et qu'il n'aurait pas été aussi simple d'accepter cette double transgression au principe d'inviolabilité et d'indisponibilité du corps humain si ça n'avait été fait qu'au profit de quelques-uns, soigneusement triés, et aux dépens d'autres. Néanmoins, depuis cette ère pionnière, et depuis que la transplantation d'organes au sens large a fait l'épreuve de son efficacité, les choses se sont encore complexifiées. Et finalement, l'usage des éléments et produits issus du corps humain, et donc des organes, s'inscrit désormais dans un modèle que j'ai qualifié d'économique, mais pas au sens de l'économie monétaire, complexe. La collecte des éléments et produits issus du corps humain s'inscrit dans une quête. C'est ça qui la justifie. Cette quête, c'est celle de la recherche d'une meilleure santé en général. Or, l'OMS, en 1946, nous a proposé une définition de la santé à laquelle on n'a pas trop touché, qui permet incontestablement d'embarquer l'adhésion de l'ensemble des personnes qui sont capables de la comprendre. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Quand on regarde bien, on a l'impression d'être devant l'horoscope. Chacun y lit ce qu'il a envie d'y lire et c'est pour ça aussi que ça marche si bien et que ça mobilise chacun d'entre nous au nom de l'obtention de cet état-là. Un peu plus tard, l'ONU a même proposé une espèce d'équivalent de droit universel à la santé, à l'occasion de la Déclaration universelle des droits de l'homme révisée. L'article 25 dit « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, et notamment pour l'alimentation, etc., et les soins médicaux. » Alors on comprend bien qu'il ne s'agit finalement pas d'un droit à la santé, mais un droit d'égalité à l'accès aux soins. Et dans le champ thérapeutique qui nous intéresse, celui de la transplantation rénale, eh bien la santé va aboutir à définir un marché autour des organes, pas un marché, encore une fois, commercial au sens où de l'argent va circuler, mais un marché au sens du dictionnaire Larousse qui le définit comme un lieu théorique où se rencontrent l'offre et la demande. Et on est clairement dans cette situation aujourd'hui. Les demandes des patients ne font que croître, faute d'alternatives équivalentes. Une offre existe, mais souvent très insuffisante pour faire face à la demande, dans le champ de la transplantation, mais aussi dans le champ de la transfusion et des médicaments dérivés du sang. Et on voit bien que ces trois types d'éléments dérivés du corps humain ont fait un cheminement qui n'est pas le même, puisque pour les produits, les médicaments dérivés du sang, nous sommes déjà arrivés à la commercialisation. Pour la transfusion sanguine, certains pays d'Europe sont passés à la commercialisation dès la source, c'est-à-dire qu'on achète aux personnes qui le veulent bien leur sang. Et en France, eh bien, l'Établissement français du sang est en train de mener une réflexion extrêmement âpre sur l'évolution possible vers l'abandon du don et le recours à l'achat du sang. En transplantation, j'espère vous convaincre que nous ne devons pas en arriver là.
Quoi qu'il en soit, cette situation-là aboutit à voir émerger un vocabulaire qui est clairement un vocabulaire économique. Nous parlons des organes comme de ressources rares et nous parlons de pénurie, ce qui ne fait que renforcer et véhiculer ces dimensions économiques, voire commerciales. Et la pénurie d'organes en France, tout le monde en a entendu parler. Elle est même écrite comme ça dans tous les rapports officiels et notamment dans le rapport annuel de l'Agence de la biomédecine qui nous fournit chaque année des indicateurs de pénurie. On ne va pas les voir tous parce que je crois que ce serait inutile. J'ai choisi de vous montrer l'un des indicateurs de pénurie et plutôt pour la greffe de rein parce qu'aujourd'hui c'est la greffe de rein qui souffre le plus de cette pénurie. C'est la greffe pour laquelle il y a le plus de candidats et c'est la greffe pour laquelle à chaque fois qu'un greffon est disponible, eh bien en tout cas en 2012, il y avait au moins 4 voire 5 personnes qui attendaient ce même organe. On voit bien qu'un certain nombre de ces gens n'ont pas pu être greffés, voire ne seront pas greffés. Quelques données emblématiques pour appuyer ce propos. L'activité de transplantation rénale est considérée comme performante en France au regard de comparaison avec d'autres pays d'Europe et d'autres pays du monde. En 2011, près de 3000 greffes ont été réalisées, ce qui représente un total de 45,7 par million d'habitants. Près de 30 000 personnes étaient porteurs d'un greffon fonctionnel, c'est-à-dire 44% des 67 270 patients traités pour insuffisance rénale terminale, et 3,3% de ces patients avaient pu avoir une transplantation préemptive, c'est-à-dire avant d'avoir eu besoin de la dialyse. Du fait de ces succès, du fait de l'augmentation de la qualité globale de vie, du fait de l'évolution des habitudes de vie et de nos capacités techniques à répondre à aux demandes de la société, bien, l'augmentation des inscriptions sur la liste d'attente a été de plus de 5% entre 2006 et 2010, avec une durée d'attente moyenne qui devient presque indécente, malgré un taux de prélèvement qui est de 24,1 par million d'habitants. En sachant que tous les progrès qui ont été réalisés en termes de nombre de prélèvements d'organes, de nombre de donneurs au cours des dernières années, l'ont été parce que des personnes plus âgées, des personnes qui n'auraient pas été prélevées par le passé, ont pu être prélevées. Et que donc, ces nouveaux donneurs représentent près d'un quart déjà des donneurs. Tout ça a des conséquences vitales, puisque dans ce nouveau diagramme que j'ai sorti du rapport annuel de l'Agence de la biomédecine de 2012, on voit qu'un certain nombre de gens décèdent alors qu'ils sont inscrits sur la liste d'attente et que la plupart d'entre eux décèdent faute d'avoir été greffés. Et c'est valable pour les organes considérés comme particulièrement vitaux et en tout cas uniques et pour lesquels il n'y avait pas jusqu'à peu de temps de traitement alternatif, mais c'est valable aussi pour le rein. Près de 500 personnes en France meurent chaque année sans avoir pu être transplantées. Ce qui fait qu'on peut considérer les choses de la manière suivante. La pénurie compromet l'accès à la greffe et s'oppose non seulement au principe hippocratique de bienfaisance, mais aussi au principe d'équité. Ce qui amène de temps en temps, même très fréquemment, pour être moi-même médecin impliqué dans la transplantation rénale, que le médecin se retrouve dans une situation qui ressemble à un choix de Sophie, puisque l'attribution d'un greffon va dépendre en premier du fait que la personne va être inscrite sur la liste d'attente. Et donc, un certain nombre de mes confrères considèrent que déjà au moment de l'inscription, il y a un choix à faire, puisque déjà la pénurie est énorme, que tous les gens qui sont inscrits ne pourront pas être greffés, et donc commencent à réfléchir aux meilleurs candidats pour pouvoir être inscrits, quitte à expliquer aux autres, ou ne pas leur expliquer,
que finalement, eh bien, pour eux, les traitements par la greffe ne sont pas possibles et que les traitements alternatifs sont disponibles, voire suffisants. Dans les traitements alternatifs, j'entends bien entendu pour le rein les traitements par l'épuration extra-rénale, mais pour les personnes les plus malades ou les plus âgées d'entre elles, le traitement conservateur, c'est-à-dire l'absence de traitement de substitution, peuvent également être envisagés, ce qui peut, dans certains cas, bien sûr, être tout à fait légitime, mais ce qui l'est sans doute moins lorsque le médecin se trouve dans cette situation et ressent lui-même qu'il est dans une situation de dilemme et qu'il est dans une situation de dilemme tellement douloureuse qu'il le fait à contre-cœur. Ceci nous a poussé depuis de très nombreuses années maintenant vers une quête incessante de solutions alternatives. Et ça a conduit progressivement notre société à déplacer les normes qu'elle érigeait au fur et à mesure pour protéger la société. Les pistes sont de plusieurs ordres. Il y a tout d'abord des pistes qu'on peut qualifier de médico-scientifiques et biotechnologiques. Le développement des programmes de transplantation à partir de donneurs vivants, lorsque c'est possible, bien sûr, parce que ça n'est pas possible pour tous les organes, a été considéré et reste considéré comme une piste extrêmement prometteuse. Il y a d'autres pays, comme le Japon, où 90% des greffes de reins sont réalisées à partir de donneurs vivants, alors qu'en France, malgré tous nos efforts, on a beaucoup de peine à décoller des 10-12%. L'élargissement des critères d'acceptation des greffons a été la piste qui a été suivie simultanément et à peu près partout dans le monde, les Français étant arrivés un petit peu derrière les Américains. Il s'agit en fait de considérer, comme je l'ai vaguement abordé avant, qu'un certain nombre de donneurs, de personnes décédées ou de personnes vivantes, qui n'auraient pas pu par le passé être considérés comme des candidats à un don, eh bien finalement peuvent l'être maintenant parce qu'on a fait de tels progrès et puis on a montré par la pratique et les résultats de nos pratiques que lorsqu'on prélève des greffons chez ces gens-là, qui sont en plutôt moins bonne santé que ceux que nous autorisions à prélever avant, qui ont parfois même, lorsqu'on va prélever un rein sur eux, un petit degré d'insuffisance rénale, qui ont de comorbidités, nous savons maintenant que nous rendons quand même service à la plupart des gens qui vont recevoir ces greffons-là. Et donc nous avons élargi ces critères qualité d'acceptation des greffons en réalisant que la greffe ne permettait pas de guérir un individu, mais avait pour objectif de restaurer une autonomie d'organes, qu'elle avait aussi comme objectif, en tout cas pour la greffe de rein, mais pour les autres greffes aussi, d'améliorer la qualité de vie, et que nous avions intégré le fait que l'amélioration statistique de la population, de la survie d'une population de malades était un paramètre intéressant à prendre en compte en termes de santé publique, notamment parce qu'avec la greffe, on diminue le coût de la prise en charge de la pathologie rénale. Donc nous avons essayé de développer les programmes de transplantation à partir de donneurs vivants, élargi clairement les critères d'acceptation des greffons. Nous travaillons à maîtriser le rejet et les toxicités médicamenteuses pour augmenter la durée de vie des greffons, parce que si on l'augmente, on aura besoin de moins de greffons. Nous travaillons aujourd'hui à la régulation des inscriptions sur la liste d'attente, et ce point est particulièrement délicat, car comment, dans des greffes pour lesquelles il est bien difficile de définir des contre-indications médicales formelles, décider des critères sur lesquels cette régulation va se faire. Et puis, en parallèle, la science progresse et nous allons vers les organes artificiels. Alors, nous avions le rein, avec toutes ses limites. Nous avons peut-être bientôt le cœur, et c'est une piste qui va certainement se développer avec tous les problèmes économiques, cette fois-ci monétaires, que
que ça ne manquera pas de poser. Et puis les thérapies cellulaires et l'organogénèse, qui sont les voies alternatives à la transplantation d'organes, qui semblent également prometteuses. À côté de ces pistes médico-scientifiques, qui sont pour certaines d'entre elles presque arrivées à leurs limites et pour d'autres encore dans le champ de l'espoir, il existe des pistes sociétales et législatives qu'on n'a sans doute pas intérêt à négliger. Les pistes sociétales, on en reparlera un tout petit peu après, en fait, visent à restaurer la confiance de la population de façon à diminuer le taux de refus. Et par là, nous avons des efforts à faire encore en termes d'éducation, d'information, de communication et de valorisation, non pas au sens de l'argent, mais au sens de la reconnaissance, pour que notre société s'engage vraiment dans son ensemble vers le développement de la transplantation. Et puis nous avons des pistes législatives avec toutes les limites que nous avons déjà vues, puisqu'il ne suffit pas qu'une loi dise qu'on devrait faire comme ça pour que ce soit appliqué, surtout par les médecins qui adorent transgresser les lois, mais des pistes législatives qui de temps en temps peuvent aider à progresser dans le sens qui aura été décidé. Alors, la première piste législative qui a été abordée, suivie, ça a été celle pour la France d'augmenter le cercle des donneurs vivants. La règle en France, depuis que la transplantation existe, est de dire le don de son vivant est autorisé à condition qu'il soit gratuit et dirigé au sein d'un cercle restreint. Et donc, dans la mesure où le don se fait de façon dirigée, on est dans une logique véritable de couple donneur-receveur et plutôt au sein de la famille. En 1994, la première version des lois de bioéthique précisait que le prélèvement d'organes sur une personne vivante qui en fait le don ne pouvait être réalisé que dans l'intérêt thérapeutique direct du receveur, ça on a déjà vu. Le donneur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de sœur du donneur. Le donneur doit être un majeur capable et en cas d'urgence, ça a été rajouté un petit peu plus tard, le donneur peut être le conjoint. Et donc la France et les pionniers de la greffe avaient considéré que cette pratique ne pouvait se réaliser qu'à l'intérieur d'un cercle familial très étroit, celui de la petite famille. En 2004, sous la pression conjointe des patients et de la pénurie, ce cercle a été élargi. On a toujours la possibilité d'être donneur lorsqu'on est père, mère, frère, sœur, lorsqu'on est conjoint, mais également quand on est conjoint du père ou de la mère, ou alors lorsqu'on est grand-parent. On peut être aussi oncle ou tante, petit cousin ou petite cousine. Et à ce moment-là, à la suite d'un débat, il a été ajouté que les personnes pouvant faire la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans avec le receveur pouvaient être considérées comme des donneurs. En parallèle, pour protéger toujours nos citoyens, les personnes humaines, la loi relative à la bioéthique a pris certaines précautions supplémentaires qui n'avaient pas été prévues jusque-là pour s'assurer que les donneurs étaient réellement désireux de donner et avaient été complètement informés des éventuels risques auxquels ils s'exposaient. Et ça a été cette création de comités donneurs vivants, tellement critiqués par beaucoup d'entre nous, plus d'ailleurs que par la société, extrêmement mal vécu par certains donneurs, parce que l'introduction et la création de ces comités donneurs vivants ont allongé le processus qui conduit au don et ont créé un parcours avec 3 consentements successifs qui est souvent présenté par les gens comme un parcours du combattant. Un consentement médical devant les médecins, un consentement devant les comités donneurs vivants, un consentement devant le juge
et des mesures de surveillance qui permettent de vérifier les actions, les conséquences de nos actions sur l'état de santé de ces donneurs, avec la création d'un registre qui permet le suivi de leur état de santé, suivi qui doit être annuel. Il a été considéré en 2004, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que ne pouvaient être donneurs que des majeurs responsables. Et en 2011, finalement, la loi de bioéthique a eu beaucoup d'autres préoccupations que celle de la transplantation. Elle a peu évolué dans le domaine de la greffe, simplement en permettant aux amis, toute personne pouvant apporter un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans avec le receveur, de devenir des donneurs légaux, et en autorisant ce fameux don croisé dirigé, tout en continuant d'interdire le don altruiste. L'altruisme, en France, on n'y croit pas. On n'y croit pas, les médecins sont les premiers à dire qu'ils n'y croient pas, les personnes, entre elles, ont pourtant tendance à vouloir se prétendre généreuses et considérer que l'altruisme existe. Mais dans la pratique, finalement, même en ouvrant aux amis, même en ouvrant aux conjoints, dans les pratiques françaises, on n'arrive pas à faire en sorte que le don à partir de donneurs vivants augmente et que la transplantation puisse augmenter. Alors je ne sais pas si l'ouverture vers ce don altruiste, qui serait la possibilité pour une personne n'ayant aucun lien avec un malade particulier de donner un rein à la société au nom de la communauté, comme ça se fait dans tout un tas d'autres pays, je ne sais pas si ce serait quelque chose qui serait suivi des faits, mais c'est de toute façon interdit. À côté de cette augmentation du cercle des donneurs vivants, puisqu'il faut vraiment aller dans toutes les directions possibles pour essayer de se sortir de cette impasse, eh bien, il a été imaginé, en suivant l'exemple de ce qui se fait dans d'autres pays, de modifier les critères légaux autorisant les prélèvements chez les donneurs décédés. En France, la loi autorise les prélèvements d'organes chez les personnes défuntes, à condition qu'elles soient mortes. Mais les autres conditions de décès que celles de décès par mort encéphalique, donc par destruction irrémédiable du cerveau, n'avaient pas été explicitement autorisées par les textes législatifs et réglementaires, ce qui fait que notre activité de prélèvement sur donneurs décédés s'est développée exclusivement jusqu'en 2005, et en dehors des toutes premières tentatives qui avaient été des échecs en raison de notre incapacité à conserver les organes à l'époque, bien tous nos programmes s'est fait sur des prélèvements réalisés sur ces donneurs décédés en mort encéphalique. Comme dans d'autres pays, notamment parce que certains pays n'ont jamais accepté la mort encéphalique comme une possibilité d'affirmer la mort, eh bien ces prélèvements ont pu être faits dans les suites d'un décès constaté au décours d'un arrêt cardiaque. Eh bien, nous avons en France pris le parti de nous mettre à prélever aussi des organes chez des gens décédés dans les suites d'un arrêt cardiaque. Et ça, comment dirais-je, ça a ravivé toutes les tensions éthiques qui n'étaient pourtant pas encore complètement disparues. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a fallu très longtemps en France pour que, une fois sortis du cercle des spécialistes qui s'étaient totalement approprié ce concept, il a fallu très longtemps pour que la société accepte qu'une personne dans un lit de réanimation avec des machines qui lui permettaient de garder l'apparence d'une personne vivante, c'est-à-dire avec un cœur battant, un corps chaud, il a fallu très longtemps pour que les gens considèrent et acceptent que cette personne était effectivement décédée de par la destruction irrémédiable de son cerveau. Et ce débat qui a eu lieu en France en sourdine a fait l'objet aussi de débats internationaux. Au Japon, par exemple, ça n'est toujours pas évident. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, qu'il y a 90% de prélèvements qui se font à partir de donneurs vivants. Le Japon a même légiféré en prévoyant qu'une personne, dans son testament de vie, pouvait choisir les critères de décès
qu'elle autorisait comme valide, enfin qu'elle reconnaissait comme valide pour affirmer son décès. Certains Japonais acceptent de considérer que si on fait la preuve de la destruction de leur cerveau, on puisse les considérer comme morts, et d'autres pas. Il y a donc en fait un processus assez long, mais bien codifié aujourd'hui, pour les pays qui acceptent que la mort encéphalique, que la destruction irrémédiable du cerveau soit une cause de mort, avant d'arriver à son affirmation. Plusieurs étapes. Premièrement, reconstruire précisément le mécanisme de décès. Deuxièmement, éliminer les diagnostics différentiels, car il y en a. Ensuite, faire le diagnostic clinique. Et parce qu'il fallait des éléments de preuve pour être encore plus convaincant, pour avoir la certitude scientifique dans l'état des connaissances de l'époque où on a défini ce concept, eh bien, une confirmation paraclinique avec soit 2 électroencéphalogrammes nuls et arrêt actif pendant 30 minutes à 4 heures d'intervalle, soit une artériographie cérébrale. Et ça a fini par être admis, accepté, inscrit dans les termes de la loi et considéré par beaucoup des personnes de notre société comme le seul moyen d'affirmer la mort de quelqu'un. Quelqu'un est considéré comme mort si on a pu démontrer que son cerveau est détruit. On a oublié qu'il s'agissait à un moment d'une convention étayée, d'une convention sérieuse et raisonnable, mais tout de même d'une convention, et que d'autres circonstances de décès, par exemple un arrêt du cœur et de la respiration qui ne parvient pas à repartir après des manœuvres de réanimation, permettait tout aussi bien de considérer et de faire un constat du décès, de la mort de quelqu'un, lorsqu'il n'y avait pas de prélèvement d'organes derrière. Alors on s'est rappelé de ça en France. On s'est rappelé de ça. On s'en est d'autant plus rappelé que derrière cette pénurie augmentant, les pratiques des autres pays étant là pour attester qu'aujourd'hui, l'état de nos connaissances nous permettent de pouvoir récolter des organes sur des personnes décédées d'un arrêt cardiaque et que ces organes soient utilisables derrière et de qualité, on va voir, variable, eh bien, on s'est rappelé de ça pour dire, eh bien, il faut nous y mettre. Il faut nous y mettre parce que si nous ne nous y mettons pas, nous n'allons pas y arriver. Et de nouveau, quand il s'est agi de se mettre d'accord sur les critères pour constater ce décès après l'arrêt du cœur, eh bien, il n'y a pas eu de possibilité de s'inspirer d'un consensus international préexistant. Chacun définit la durée d'inefficacité cardio-circulatoire à partir de laquelle il est admis, dans chaque pays, de considérer que la personne est décédée. Il existe par ailleurs plusieurs façons de décéder dans les suites d'un arrêt cardiaque. Soit à l'occasion d'un arrêt cardiaque inattendu et réfractaire, c'est-à-dire qui ne permet pas de repartir, au cœur de repartir malgré 30 minutes de manœuvre de réanimation bien conduite. Et on appelle ça en France un arrêt cardiaque non contrôlé parce qu'on ne s'y attendait pas. Et en plus, une fois qu'on a fait nos manœuvres de réanimation, on n'a pas réussi à sauver la personne en faisant repartir son cœur. Mais on peut aussi mourir d'un arrêt cardiaque survenant dans les suites d'une limitation ou d'un arrêt des traitements actifs, en réanimation, par exemple. Et à ce moment-là, on parle d'arrêt cardiaque contrôlé. Pourquoi contrôlé? Parce que la personne est en réanimation, elle est dans un état de santé catastrophique, son pronostic est effroyable, et poursuivre la réanimation serait déraisonnable. Poursuivre les traitements deviendrait futile. Et aujourd'hui, nous avons depuis 2005 la loi dite Leonetti qui nous permet à ce moment-là, dans certaines conditions, qui passent par une réunion collégiale, des discussions, la confrontation des éléments scientifiques avec un certain nombre d'autres paramètres, de considérer que, compte tenu de cette futilité, eh bien, nous allons limiter, voire arrêter les traitements actifs
pour éviter ce que d'autres appellent l'acharnement thérapeutique. Et dans ces situations-là, lorsque l'arrêt cardiaque survient, évidemment, on ne va pas le masser. On ne va pas reprendre des manœuvres de réanimation. C'est donc cette circonstance de décès qu'on appelle l'arrêt cardiaque contrôlé. En France, jusqu'en 2005, depuis 2005, excusez-moi, seule la circonstance d'arrêt cardiaque non contrôlé, c'est-à-dire l'arrêt cardiaque inattendu, on fait tout ce qu'on peut, et l'arrêt cardiaque, le cœur ne repart pas, était considérée comme compatible avec un prélèvement. Et bientôt, parce que tout ça n'a pas suffi, et parce que, vous allez le voir, cette circonstance continue de poser des questions, nous allons commencer une phase préliminaire permettant des prélèvements après que la personne soit décédée des suites d'un arrêt cardiaque consécutif à un arrêt des traitements en réanimation. Et à partir du moment où on est passé outre les nouvelles normes qui s'étaient érigées, quel que soit le mécanisme qui était à l'origine de cette décision, eh bien de nouveaux dilemmes sont nés pour les médecins. Dans d'autres pays, depuis bien longtemps, ces circonstances de décès différentes avaient fait l'objet d'une classification qui est la classification de Maastricht, mais que nous, en France, on a décidé de ne pas reprendre pour préférer cette classification arrêt cardiaque non contrôlé ou arrêt cardiaque contrôlé. Le prélèvement à cœur arrêté non contrôlé en France s'est inspiré dans ses pratiques complètement de ce qui marchait ailleurs, dans les pays qui avaient cette pratique depuis fort longtemps. Alors je ne vais pas commenter cette diapositive complètement, c'est juste pour que vous puissiez vous représenter la situation pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vécu ça. Un arrêt cardiaque survient, une réanimation est mise en place et conduite pendant 30 minutes, le cœur ne repart pas. Et si la personne présente un certain nombre de caractéristiques qui font qu'a priori on peut attendre que ces organes soient des organes qui pourraient être transplantés au regard de leur viabilité et de leur qualité, eh bien on reprend le massage cardiaque, on l'arrête au moment où on est au bon endroit, on attend 5 minutes, et c'est le choix qui a été fait en France, dans d'autres pays ça a été des temps différents, et si le cœur ne repart pas, à ce moment-là, on va pouvoir procéder à la mise en place des manœuvres de conservation des organes sur le corps de la personne jusqu'à ce que le prélèvement puisse avoir lieu. Ce qui est interpellant pour les équipes qui se sont lancées dans ce prélèvement, c'est la temporalité. Parce que c'est très difficile, le temps est extrêmement contraint. Le moment où la recherche de la non-opposition peut être faite est très bref et en tout cas pas assez long pour qu'on soit obligé de commencer à mettre en place les manœuvres de conservation des organes avant d'être certain que la personne n'y était pas opposée de son vivant. Ça a posé tout un tas de discussions de la part des réanimateurs médicaux et chirurgicaux, mais finalement, sur la base du fait que certaines équipes particulièrement rompues au prélèvement d'organes soient volontaires, on a fini par pouvoir lancer cette technique en 2005, à la suite de la parution d'un décret. Elle a commencé en 2006 et elle n'a pas connu une grande expansion. Aujourd'hui, en France, on ne prélève pas beaucoup d'organes par cette technique-là. Cette technique, qui a été difficile à faire accepter par les équipes au départ, a finalement plutôt reculé encore dans leur conception, alors même que l'acceptabilité par les familles était meilleure. Pourquoi ? Parce que les familles avaient été le témoin du fait qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de sauver leurs proches, et donc n'avaient pas cette réticence, pour certaines d'entre elles, vis-à-vis de la réalité du décès devant les critères de mort encéphalique.
l'autre limite de cette technique, c'est que, à part la difficulté d'acceptation par les équipes sur lesquelles on va revenir, c'est que la qualité des organes qui sont prélevés de cette manière n'est pas aussi bonne que la qualité des organes prélevés chez des gens décédés de mort encéphalique qui ne sont pas des organes prélevés sur des donneurs à critères élargis. Alors, qu'est-ce qui fait que cette technique du prélèvement à cœur arrêté non contrôlé, qui semble plutôt bien acceptée par les familles, même si, et qui est très difficile à organiser sur le plan technique, n'a pas pu prendre, parce qu'on pourrait imaginer que, compte tenu d'une expérience, eh bien, les équipes auraient pu s'y mettre, aidées par l'acceptation justement de la société. Et en fait, le problème, c'est que cette technique-là, elle s'est confrontée à un progrès scientifique qui est venu s'interposer. Pour comprendre ça, il faut savoir que toutes les personnes qui font un arrêt cardiaque non contrôlé ne sont pas des candidats à un prélèvement. Il faut pour ça avoir réuni un certain nombre de critères. Certains de ces critères sont des critères qui font que la personne, de toute façon, n'a pas d'indication, enfin ne représente pas, ne réunit pas tous les critères qui permettront à ces organes d'être de bonne qualité. D'autres permettent de dire que les organes seront peut-être de bonne qualité si on se débrouille bien. Entre les deux, il y a une zone qui est une zone grise, qui est une zone d'incertitude. Mais ce qui est le plus important là-dedans, ça n'est pas tant le fait que les organes vont être de bonne qualité ou pas de bonne qualité, ça n'est pas ça qui est venu contrarier le développement de cette technique, c'est le fait que finalement, dans cette zone grise, il y a aussi des gens pour lesquels on n'est pas absolument certain qu'on ne se trouve pas devant l'indication de la mise en œuvre d'une nouvelle technique qui est apparue entre-temps et qui s'appelle la circulation extracorporelle générale, donc la circulation extracorporelle de sauvetage. Ça veut dire qu'un certain nombre de médecins réanimateurs, urgentistes, se sont retrouvés devant des personnes en arrêt cardio-respiratoire, les ayant massés pendant 30 minutes, ayant donc fait leur travail et constatant un échec, avec la possibilité soit d'amener cette personne vers un prélèvement, soit de l'amener vers une filière de traitement de sauvetage qui était encore de l'ordre expérimental et qui s'appelait cette fameuse circulation extracorporelle. Et de ce fait, les urgentistes, en tout cas certains d'entre eux, ont exprimé se retrouver à leur tour devant ce fameux choix de Sophie. Est-ce que si je prends la décision, moi tout seul, devant ce malade, que j'ai massé pendant 30 minutes, parce qu'il réunit tout un tas de critères qui permettent de penser que ces organes seront de bonne qualité. Est-ce que moi tout seul, je suis pertinent pour dire, eh bien, ce malade-là, je vais l'emmener plutôt vers un prélèvement d'organes, ou bien je vais plutôt l'emmener vers la filière dite de sauvetage, même si on n'était pas à l'époque et qu'on n'est toujours pas complètement certain que cette filière-là va rendre service. Mais il y a une nouvelle technique qui est là. Il y a des habitudes qui se sont prises à l'hôpital de prendre des décisions de limitation des traitements de façon collégiale, et alors que tout se passe différemment ailleurs, il y a ce médecin, cette équipe d'urgence, cette équipe de SAMU, qui, elle, est confrontée, toute seule, à prendre cette décision. Et ça a évidemment jeté le trouble dans l'esprit de ces réanimateurs, de ces urgentistes, qui ont demandé à ce que le moment de cette décision soit repoussé, et probablement que ça a contribué au fait que ça ne se développe pas encore. Quoi qu'il en soit, et parce que d'autres pays ont également développé une activité de prélèvement à cœur arrêté dit contrôlé, donc dans les suites d'un arrêt des traitements
en réanimation. Eh bien, la France, sous la pression, là encore, des malades et des professionnels, parce que les professionnels sont assez solidaires avec les malades, ont décidé de mettre en place une phase d'expérimentation pour voir si nous étions capables en France de faire comme ailleurs. Ailleurs, là où ça se fait, il est décrit que cette pratique est plutôt une pratique qui permet des prélèvements dans des conditions de sérénité meilleures que lorsqu'on fait des prélèvements chez des gens décédés d'un arrêt cardiaque inopiné auquel on ne s'attendait pas. Pourquoi? Parce qu'on a le temps et du coup, cette phase expérimentale va démarrer très bientôt puisqu'il y a un protocole qui a été mis en place par une association de médecins réanimateurs médicaux et chirurgicaux conjointement avec l'Agence de la biomédecine. Et comme pour le prélèvement à cœur arrêté contrôlé, ce sont des équipes volontaires qui vont s'y mettre. Il y a malgré tout encore des difficultés qui risquent de se poser. Et on a fait avec un réanimateur de La Rochelle qui est venu dans notre laboratoire pour faire sa thèse en éthique, une enquête nationale sur les conditions dans lesquelles les personnes meurent en réanimation en France. On a obtenu une bonne adhésion de plus de 40 centres de réanimation et on a pu, comme ça, décrire les circonstances de décès d'un très grand nombre de personnes dans des services de réanimation français qui s'étaient appropriés les termes de la loi Leonetti, c'est-à-dire qui avaient décidé d'accompagner la fin de vie des personnes en réanimation sans avoir de recommandations nationales et donc chacun à leur manière. Et là, on a fait deux constats qui sont un tout petit peu interpellants et qui ne vont pas manquer de poser des dilemmes encore aux médecins à l'occasion de la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques de prélèvement. La première chose qu'on a démontrée, c'est qu'il existe une disparité de pratiques importante d'un service de réanimation à l'autre en France et que si à peu près peut-être la moitié des services de réanimation procèdent plutôt à une limitation des traitements actifs progressive, avec notamment pas d'extubation des personnes, eh bien l'autre moitié procède plutôt à une extubation d'emblée et un arrêt de tous les traitements. Et la deuxième chose, deuxième résultat intéressant de cette étude, c'est de montrer que, eh bien, lorsque les personnes sont extubées d'emblée avec un arrêt de tous les traitements, eh bien, elles meurent plus vite quand elles doivent mourir que si on fait une limitation des traitements progressive. Alors c'est important, pourquoi? Bon, ça paraît évident. Mais c'est important pourquoi? Parce que pour pouvoir procéder à un prélèvement d'un organe qui sera ensuite transplantable, il faut que le prélèvement, la durée de l'agonie, et c'est écrit dans la littérature internationale, soit de 2 heures et même plutôt se rapproche d'1 heure. Et la dernière chose qui a été décrite par ce travail, c'est que pour ces gens en réanimation, pour lesquels on fait une procédure de limitation ou d'arrêt des traitements, eh bien, il y en a 28% qui ne meurent pas. Et forcément, tout ça va être chamboulant. Comment faire pour annoncer à la famille la possibilité d'enchaîner la limitation des traitements vers un prélèvement? À quel moment le faire? À quel moment le dire? Plutôt à quel moment le dire, et puis à quel moment le faire, dans quelles circonstances le faire, et comment préparer l'éventualité du fait que cette personne-là ne va peut-être pas mourir finalement. Et donc, il va y avoir de nouveau des difficultés autour de ces prélèvements. Et moi, je pense que, comme pour les prélèvements à cœur arrêté, en France en tout cas, la difficulté supplémentaire est liée au fait qu'il n'y a pas eu de débat avec la société pour expliquer clairement les enjeux, l'ensemble des enjeux, expliquer clairement ce qu'est la limitation des traitements, expliquer clairement un certain nombre d'éléments médicaux clés qui permettraient aux gens de ne pas avoir l'impression qu'on fait des choses au fur et à mesure qu'on a envie de les faire simplement parce qu'on a besoin d'organes et en ne tenant pas compte d'eux. Ce qui ne veut pas dire que je pense qu'il ne faut pas faire tout ça. Ce
Ce qui veut dire simplement que je pense qu'on n'a plus le droit de considérer que ces difficultés, ces questions-là, ne doivent être que des questions médicales. Parce que si on laisse la question comme une question purement médicale, on n'arrivera jamais à récupérer la confiance qu'on est en train de perdre petit à petit, et c'est sans doute ce qu'on paye à chaque fois que le taux de prélèvement diminue. Et à côté de toutes ces pistes que je considère comme acceptables, sous réserve de les penser très rigoureusement et de les partager avec la société, eh bien on voit la situation nous déborder et éventuellement être susceptible de nous déborder encore plus. Parce qu'il existe d'autres pistes que je qualifiais de fausses pistes. Les fausses pistes, ça consisterait en le franchissement de nouvelles limites. Par exemple, en transgressant à la règle du donneur décédé, avec des prélèvements qui pourraient finalement se substituer aux modalités d'arrêt des traitements. Évidemment, en France, il n'est pas question de faire ça et personne ne fera jamais ça. Mais c'est important qu'il n'y ait pas de doute dans l'esprit des gens. C'est la raison pour laquelle il faut communiquer avec eux pour qu'il n'y ait pas justement ce doute qui persiste. C'est par exemple la possibilité qui a été évoquée dans d'autres pays, et ça n'est encore pas fait, et je pense qu'on n'en est pas exactement là, mais pourquoi pas un jour la possibilité de procéder à des prélèvements d'organes sur des personnes en état végétatif persistant. Mais c'est aussi la tentation très vive chez certains de modifier les modalités d'obtention des organes et donc finalement de remettre en cause la gratuité. Soit par une appropriation par l'État, pure et simple, qu'elle soit conditionnelle ou non, soit en offrant des compensations financières ou en nature, soit, et c'est la piste qui est la plus discutée aujourd'hui dans le monde, en allant vers un commerce qui serait un commerce régulé, en sachant qu'il existe déjà un trafic et un tourisme à l'échelle mondiale. Pourquoi cette piste du commerce marchand est une fausse piste? D'abord parce que elle va aboutir nécessairement, je vais vous l'expliquer pourquoi après, à la situation toujours la même, à savoir que les personnes qui vont accepter de vendre leurs organes, et qu'on n'appellera pas des vendeurs mais des victimes, sont dans le monde entier, là où ça se fait, quelles que soient les modalités, toujours les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. Et que leurs organes sont prélevés pour le service et le bien-être ou la survie d'autres personnes qui, elles, sont toujours plutôt plus aisées. N'empêche que, parce que ce marché noir existe, de fait, l'OMS avait fait une enquête qui montrait en 2005 que près de 5% des gens greffés dans le monde avaient eu leur greffon par le biais d'un commerce marchand. À côté de ce marché noir qui existe et que tout le monde est d'accord pour condamner, eh bien, un courant libertarien en profite pour développer son discours et accuser les médecins et les sociétés qui n'autorisent pas le commerce d'assassins en disant « mais c'est franchement absolument inadmissible qu'on ne permette pas un système qui serait gagnant-gagnant, qui permettrait à des gens qui souhaitent vendre de se faire de l'argent avec les organes et à d'autres qui en ont besoin pour survivre de pouvoir l'acheter au nom de cette survie. » Et comme par ailleurs, il existe dans le monde un pays qui sert de modèle, qui est l'Iran, dans lequel le commerce des organes est régulé par l'État, eh bien le modèle est tout prêt pour démontrer que dans les pays qui s'organisent de cette manière-là, il n'y a plus de liste d'attente, les gens sont greffés. Comment ça se passe en Iran? C'est l'État qui achète les organes et qui ensuite les attribue gratuitement aux personnes qui sont en attente d'une transplantation. Comment ça se passe en Iran? Eh bien, ce sont forcément et toujours, quand on va le constater, les personnes les plus pauvres qui sont
celles qui concèdent la vente de leurs reins, et quand on regarde ce qu'elles deviennent après, exactement comme dans les pays où il y a du marché noir, elles sortent de là pas plus riches, parce que si elles sont arrivées à cette extrémité, c'est qu'elles étaient totalement criblées de dettes, et donc ça a permis de reculer l'échéance de la misère en remboursant ces dettes. Elles en sortent de là avec une diminution de la qualité de vie, une diminution de leur état de santé et une diminution de l'accès au travail. Donc finalement, ces personnes-là, en Iran comme ailleurs, sont celles que l'on sacrifie à la santé des autres. Et donc le modèle de commerce présenté par ces libertariens et d'autres au nom d'un raisonnement éthique reposant sur les 4 piliers de l'éthique comme le meilleur modèle au nom des principes d'autonomie et de justice est un faux modèle. Nous sommes plutôt dans une situation extrêmement critique qui va nécessiter que tout le monde se mobilise autour de notre objectif qui est celui d'arriver à avoir une société juste qui fonctionne. C'est vrai pour que son état de santé soit meilleur, mais pas pour que l'état de santé de quelques-uns soit meilleur aux dépens d'autres. Nous sommes dans une société qui a besoin de se poser puisque les technologies évoluent tellement vite que ça va assez vite de s'engouffrer parce qu'on a une bonne idée derrière, une bonne intention, sans prendre la peine d'envisager au fur et à mesure les problèmes tels qu'ils se posent. Nous sommes dans une situation où il y a une nécessité de mettre en place une réflexion éthique translationnelle. Je m'explique. Bien sûr, la pénurie d'organes est à l'origine d'une perte de chance pour les malades qui ne sont pas greffés. Mais la solution qui consisterait à censurer les inscriptions sur la liste d'attente, sans critères médicaux, scientifiques forts permettant de dire qu'il y a une contre-indication, semble inacceptable parce que c'est forcément une régulation qui se fera sur une base de discrimination et donc qui portera une atteinte très forte au principe d'équité. Évidemment, la diversité des pratiques selon les pays semble offrir d'autres perspectives. Mais avant de les plaquer d'un pays à l'autre, je crois que nous aurions intérêt à prendre le temps d'envisager leur compatibilité et à préparer la société, la communauté médicale y compris, à les accueillir et à les développer. Et ça n'est pas en ne pensant pas ces modifications des pratiques qu'on va s'en sortir. Car si on ne travaille pas avec les praticiens de terrain, mais à une assez large échelle, sur les questions éthiques qui émergent en grande partie de la confrontation des modèles à la réalité des pratiques de terrain, bien on ne s'en sortira pas. On se retrouvera incessamment avec des médecins qui se retrouveront devant ces fameux dilemmes et qui seront extrêmement touchés dans leurs valeurs profondes, sans pouvoir trouver tout seuls les réponses. Et bien sûr, il faut travailler avec la société civile parce que l'acceptation théorique au nom du pragmatisme, au nom de l'utilité, n'est pas forcément compatible avec tous les contextes culturels, sociologiques et avec un certain nombre de réflexions philosophiques. Nous avons aussi à faire des choix de santé publique pour développer des politiques qui soient compatibles avec nos moyens. Et donc, bien sûr que les coûts vont devoir être pris en compte. Mais fonder des pratiques et des changements de pratiques uniquement sur des arguments économiques et sur des arguments théoriques est peut-être voué à l'échec et en tout cas voué à la dissolution ou à l'effritement de la paix sociale. Or, nous avons besoin d'un engagement de la société. Parce qu'il faut absolument que nous arrivions à faire en sorte que les personnes humaines s'engagent et se mobilisent. Et pour ça, je crois que si on ne veut laisser personne de côté, on n'a pas d'autre solution que de redonner un sens aux valeurs fondatrices. Parce qu'on est tout le temps là en train de les citer, ces valeurs. Mais elles sont inertes. C'est-à-dire qu'on les cite, mais derrière, il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien de bien visible. La solidarité interhumaine, certainement une valeur
qui est plus réaliste et plus généralisable que l'altruisme, mais à condition qu'il s'agisse réellement d'une solidarité interhumaine. Le respect de la dignité, qui ne passe pas par le filtre de certains d'entre nous pour considérer que la dignité est là ou là. La garantie de l'égalité de l'accès aux soins, et donc le maintien de la gratuité à la source, mais aussi pour celui qui va être traité. Et puis, des campagnes d'éducation, d'information, de communication, la transparence qui, finalement, dans certaines situations, à chaque mutation, manque un petit peu et met tout le monde dans le désarroi. Et bien entendu, le développement des pistes alternatives, car si, comme l'a évalué récemment l'OMS, 90% des gens qui devraient être greffés ne le sont pas, je ne suis pas certaine que malgré toutes ces pistes, on arrive un jour à couvrir ces besoins-là. Et donc, il y a sans doute la nécessité d'investir aussi dans la recherche pour pouvoir aller vers des solutions alternatives. Et pourquoi la société doit-elle s'engager? C'est parce que de toute façon, on peut mobiliser toutes ces valeurs-là tant qu'il y aura une très grande pauvreté dans le monde. Il y aura des gens qui considéreront que la seule solution que la société leur offre de s'en sortir est de vendre leurs organes. Et donc, il y aura des gens qui mourront pour le bien-être d'autres. Il faut enfin une action internationale forte. Et je crois qu'après des premières tentatives qui s'étaient traduites par une déclaration, qui était la déclaration d'Istanbul, dont vous avez sans doute entendu parler, qui date de 2008, et qui est un texte qui a été écrit à l'initiative de la Société américaine de transplantation, qui a mobilisé un très grand nombre de représentants, médecins et dirigeants de pays autour de cette thématique du trafic d'organes. À côté de ce texte, qui est un genre de profession de foi et qui n'a aucune valeur contraignante dans les pays, nous sommes en train d'aller vers un traité international qui aboutira à la criminalisation de la vente des organes, en tout cas sous la forme mafieuse. Moi, j'espère, et j'espère que ça n'est pas trop naïf, qu'on pourra aller jusqu'à la criminalisation de la vente tout court des organes. Mais ce traité-là, comme toutes les lois, ne servira à rien si à côté, on ne met pas en œuvre tout ce qu'il faut pour améliorer la santé publique sans passer justement par le sacrifice. Prévention des maladies chroniques, programme de recherche vers des solutions alternatives, innovantes et acceptables, politique proactive en faveur de la greffe et lutte contre la pauvreté sont des éléments indispensables, je pense, de la continuité de cette activité de la transplantation d'organes qui est finalement, quand on regarde bien les choses, quand même la plus belle des médecines qu'on a pu développer depuis très longtemps. On aura peut-être des possibilités d'aller vers des choses ou des pratiques encore plus belles, mais celle-là, elle nécessite quand même de rester belle. Il ne faut pas que nous arrivions à la salir en meurtrissant la société partiellement, ou bien en exploitant complètement toute une partie de la société, parce que ça perdrait complètement le sens profond qui est celui de la solidarité interhumaine. Donc en conclusion, évidemment que les enjeux de la transplantation d'organes sont complexes, mais il s'agit de la qualité du pacte social qui doit être fait autour de la santé dans le respect de la dignité humaine pour qu'elle puisse se développer et continuer de se développer de façon acceptable. En ce sens, le respect de l'autonomie des personnes reste un enjeu majeur pour la liberté sociale dont l'avènement dépend de la reconnaissance réciproque des personnes humaines. Si nous ne sommes pas prêts à reconnaître l'autre comme nous-mêmes, celui qui est en face, eh bien, il n'y a plus aucune raison qu'on puisse continuer d'espérer d'avoir des dons. Le principe responsabilité confie à la société, incluant les médecins et les chercheurs, un rôle protecteur de cette liberté sociale, et c'est ça qui est le garant, ou qui doit rester le garant de la confiance que la société doit nous accorder. Et ces conditions devraient permettre alors de transformer les éléments et produits issus du corps humain en un bien commun, qui ne soit pas que
réservé à des personnes particulièrement privilégiées, et j'inclus les Français que nous sommes dans ces personnes privilégiées, mais soit accessible à l'ensemble de l'humanité, sous réserve qu'on en fasse l'économie, mais au sens un peu noble du terme. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bien, merci Marie-France. Il y a sûrement des réactions qui vont s'exprimer sur le premier rang qui est le deuxième. Je voudrais peut-être donner la parole d'emblée à ces pionniers de la transplantation à Toulouse qui ont... Ça peut être un mot historique. Moi, je faut vous remercier d'avoir montré des développements éthiques des problèmes posés par la transplantation dans une perspective récente, parce que si nous revenons à notre expérience initiale, juste avant les années 70, on avait le seul problème qui était l'éventuel donneur vivant, comment il se comportait, et en lui laissant même, toujours à la fin, la dernière chance possible de renoncement. C'était notre petite contribution à sa liberté. Quelque chose. Vous voulez dire un mot? Alors, écoutez, je vous soumets quelques remarques. D'abord, je vous remercie. Je savais combien votre présentation serait précise et élégante, et je vous en remercie beaucoup. Quelques remarques. La première, c'est, vous avez à 2 ou 3 reprises prononcé le mot transgression. Tout progrès, médical en particulier, nécessite une transgression. Et la greffe n'y a pas échappé. Certains savent que l'un des premiers prélèvements en France a été fait, c'est un condamné à mort. Hein, vous voyez, c'est inimaginable, ben, ça a été fait. Ça. Et si on ne transgresse pas, il n'y a pas de progrès. Et à l'heure actuelle, il est très difficile de transgresser parce que notre société accepte de moins en moins cette transgression. Ça, c'était un point précis. La deuxième remarque, c'est tout au long du développement que vous avez fait dans le temps et dans l'espace, je trouve qu'il y a un certain miracle. Je ne parle pas du miracle de la greffe. Alors, on peut considérer le miracle de la greffe, mais acceptons maintenant que c'est devenu une pratique médicale habituelle. C'est le miracle que tout se passe bien. Parce que quand on voit la réanimation, le diagnostic de la mort cérébrale, le prélèvement, le transport des malades, l'agression des familles, les problèmes de la mort, du consentement, des greffeurs, des échecs, eh bien je suis effaré que la société l'accepte. La société l'accepte. Et depuis de très longues années, il n'y a jamais eu de contentieux au sens éthique du terme. Et ça, c'est absolument remarquable. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être parce que les médecins ont su être raisonnables et peut-être collés à ce que la société pouvait accepter. Parce que la législation qui s'est petit à petit construite, eh bien, a été un encadrement de qualité, accepté partout, et finalement a abordé de façon remarquable la chose. Et je crois aussi parce que ceux qui sont confrontés aux problèmes plus difficiles, c'est-à-dire les équipes de prélèvement, font un travail remarquable, à la fois dans leurs compétences et dans leur humanité. Et je crois que c'est essentiellement eux qui ont fait que le miracle existe. Et il faut leur rendre hommage. Le troisième remarque, c'est les donneurs vivants. Alors, les donneurs vivants, vous avez opposé les sociétés anglo-saxonnes et les nôtres, puisque nous sommes des Méditerranéens. Je ne sais pas si les Parisiens sont des Méditerranéens, oui. Hein, j'espère. Bon. Alors, ceci étant dit, les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus pragmatiques, et il y a un exemple en Europe qui est assez remarquable, c'est l'exemple de la Norvège, que vous connaissez certainement mieux que moi, lorsqu'un malade est insuffisant rénal et va nécessiter des techniques de prise en charge par la dialyse de la greffe, eh bien, la loi
demande de rechercher un donneur vivant. Alors bien sûr, les gens peuvent à un moment donné refuser, mais c'est la société qui accepte en première ligne le donneur vivant. La deuxième chose, vous avez souligné la timidité de la législation et de son avancement. C'est vrai. Mais je crois qu'elle suit la progression de ce que la société peut accepter. Et vous avez fait la différence entre don avec 2 ans de machin et le don altruiste. Bon, c'est un peu pareil, parce que finalement, tous les amis, entre guillemets, qui souhaitent donner, ils sont dans le cadre de 2 ans de relation amicale. Donc il n'y a pas de problème. La troisième élément pour le donneur vivant, comment on peut le développer? Bien, on peut le développer, je crois, quand on a la chance d'avoir plusieurs conjonctions. La première, c'est qu'une équipe dans son ensemble, médico-chirurgical, a la volonté de le faire. Parce que il y a beaucoup de, et c'est parfaitement honorable, beaucoup de médecins qui gardent encore de la réticence vis-à-vis de leur vivant. Et beaucoup de chirurgiens. Et je connais un chirurgien célèbre qui, après un prélèvement, a dû faire face à un décès, une embolie pulmonaire. Il n'y était pour rien. Et bien depuis, il n'a jamais plus voulu faire un prélèvement sur donneur vivant. Donc, cette réticence, on peut parfaitement l'accepter. Bon, il faut d'abord une équipe qui le souhaite. Et puis ensuite, dans une région donnée, tous les néphrologues qui prennent en charge, qui suivent ces malades insuffisants rénaux ou qui les dialysent, ou souvent il faut le faire en dialyse, ont toute une communauté d'une région, ont le même objectif. Cela veut dire qu'il faut créer depuis sûrement des années un réseau de travail commun, de partage commun, de partage de la préparation de la greffe, des suivis des greffés, des objectifs. Et grâce à ça, on peut développer parfaitement les donneurs vivants. Et je connais des régions en France qui ne sont plus à 10%, qui sont à 30% et qui sont en train de monter de façon exponentielle. Et donc je crois qu'en France, on peut vraiment développer beaucoup la transplantation avec donneur vivant. Il me semble que c'est la voie la meilleure, parce que augmenter la greffe chez les malades en état de mort cérébrale, il faut le faire, il faut se battre. Mais pour gagner un peu, ce sont des efforts extrêmement lourd, et donc il faut continuer. Mais je crois que si on veut gagner en nombre, parce qu'il faut gagner en nombre pour transplanter davantage, la piste de donneur vivant en France, il faut qu'elle soit développée, tout en essayant de se battre de façon déterminée pour gagner une mort cérébrale après une mort cérébrale après une mort cérébrale. Voilà. C'était quelques remarques. Mais peut-être que vous voulez répondre. Un commentaire? Non? Tu as un micro? Là? Oui. Madame, je voulais d'abord vous féliciter, vous remercier pour la grande qualité de vos propos et votre humanité. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai travaillé 40 ans dans le diagnostic anténatal et je suis très attaché à la réification. Vous avez parlé de la réification du donneur vivant à un moment, ou peut-être du décès, je ne sais pas. Et je voudrais vous poser 2 questions à ce sujet. La première, savoir si les greffes de moelle entrent dans ces processus, dans le cadre des greffes d'organes. Et la deuxième, est-ce que il y a eu un travail qui a été fait sur cette réification des donneurs vivants dans les cas de greffe de rein ou autres? Alors, la greffe de moelle, comme vous le savez sans doute, est finalement un exemple de thérapie qui dépend étroitement et exclusivement de la solidarité interhumaine consentie. C'est-à-dire que les donneurs de moelle sont tous des donneurs vivants
et qu'ils sont susceptibles de donner soit de façon dirigée pour quelqu'un de leur famille parce qu'ils ont le nombre de compatibilités maximum et donc vont leur offrir la possibilité d'avoir un traitement qui a plus de chances d'être efficace à la fin, soit ce sont des gens qui donnent de façon totalement altruiste, non dirigée, et qui donc se sont fait grouper, enfin qui ont fait déterminer leurs caractéristiques tissulaires et qui vont, en fonction des demandes, procéder et accepter de donner leur moelle pour un inconnu dont ils ne connaîtront jamais le nom. Je n'ai pas de renseignements sur le fait qu'il existe un trafic de moelle, je ne crois pas, parce que ça se prête plutôt moins. Et les considérations sont donc pas les mêmes parce que ça serait beaucoup trop compliqué ou alors il faudrait aller encore plus loin, c'est-à-dire cloner des personnes, enfin on rentre dans la science-fiction. Mais c'est pas aussi simple de faire un trafic et de vendre de façon mafieuse de la moelle osseuse parce que c'est une organisation encore plus complexe et la nécessité d'avoir des compatibilités un peu compliquées à organiser si on n'est pas dans un système bien fait. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre première question. En fait mon problème, c'est que vous savez que par ce que les médias appellent le bébé double espoir, qu'on crée des embryons, qu'on crée des enfants qui sont capables de réparer leurs frères et sœurs par une greffe de moelle. Ce sont donc des enfants. Et ils ne rentreraient donc pas dans vos critères puisqu'ils ne sont pas adultes responsables. Ils ne sont pas majeurs responsables. Et ce sont des enfants. Or, ils sont utilisés. Alors, pour moi, c'est une vérification, si vous voulez. J'avais pas compris votre question. Je m'excuse, je l'ai mal posé. Non, mais c'est... Parce que, en fait, ce dont vous parlez, c'est de la greffe de sang de cordon. Non, du tout. Il y a la greffe de sang de cordon à la naissance, mais vous avez des enfants qui sont prélevés à 5 ans, 6 ans, 10 ans. Alors, c'est vrai que la greffe de moelle osseuse est autorisée chez les mineurs. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Par rapport à la transplantation d'organes solides, c'est une des grandes différences. Après, je crois que, là encore, il y a eu un très grand débat sur cette question du bébé médicament, etc. Il y a, de la part des parents et des médecins et des équipes qui acceptent de procéder à ça, c'est-à-dire au prélèvement de moelle osseuse sur un enfant né alors que son frère ou sa sœur est déjà malade et connu comme malade, des efforts tout particuliers à faire pour arriver à ce qu'il ne s'agisse pas exactement que d'une réification de l'enfant. Mais ça dépend étroitement, sans doute, de la manière dont les choses sont organisées, expliquées, évaluées et ensuite réalisées. Mais chez les donneurs adultes, vous n'avez pas vu ce genre de... Chez les donneurs adultes, quand je parle de risque de réification de la personne, c'est plutôt le risque qui existe dans le cadre du trafic et des crimes organisés autour. D'accord, merci madame. Y a-t-il une autre question ou un commentaire de la part des équipes qui ont connu la gestion des prélèvements chez les personnes décédées? Il y a quelques réanimateurs qui ont connu cela, ce questionnement. Je suis sûre qu'ils ont des commentaires à faire ou des questions. Merci madame pour votre exposé aux limites de l'avance dans notre recherche de bioéthique et dans ces néologismes qui vont nous aider à franchir un petit peu, transgresser les règles. Là, vous regardez vers l'avant, mais pourquoi ne regarde-t-on jamais vers l'arrière? Si je prends les populations du Limousin, de l'Aquitaine, de la Bretagne, il n'y a pas de raison de penser qu'elles soient différentes de Midi-Pyrénées. Or, ces gens-là prélèvent presque 2 fois plus de donneurs d'organes que nous. Donc, quelque part, il y avait à chercher. On a cherché avec M. Durand, et dans 3 ans, d'augmenter de 30% notre activité. Donc, il y a bien une réticence des soignants à se tourner vers ces donneurs, une difficulté, une souffrance.
Pourquoi est-ce qu'on ne cherche jamais à expliquer la souffrance des soignants sur le don d'organes, sur le prélèvement d'organes? Je crois que... Alors, c'est vrai que je ne me suis pas tournée vers le présent, ni vers le passé, sauf pour en dire du bien. Mais c'est un peu cette question-là que j'ai essayé d'aborder en parlant des pratiques nouvelles qui s'introduisent au fur et à mesure. Et évidemment que la réalisation d'un prélèvement d'organes, son organisation, son annonce, est une chose très difficile. Moi, je l'ai fait aussi quand j'étais plus jeune. J'étais trop jeune. Ça a été l'époque où on faisait dans le même service des prélèvements et des greffes. Et je pense que ce qui nous a permis à l'époque de tenir, c'était que justement on faisait les prélèvements et les greffes. Parce que quand on savait qu'on faisait une greffe derrière, bien on avait plus de courage pour affronter la violence de la situation. Et bon, j'ai entendu les arguments dits éthiques qui ont été opposés à la poursuite du couplage de ces deux activités. Je vois bien que c'est un moyen d'éviter les débordements, d'autant plus que c'est tellement difficile et tellement douloureux, justement, d'aborder une famille qui n'a pas fait son deuil par définition, puisqu'on vient de lui apprendre le décès de son proche, qu'on va le prélever d'un organe, alors que cette famille, elle n'est pas du tout là pour ça, qu'éventuellement même il s'agit d'un enfant, pour les gens à qui on annonce ça, que je comprends qu'une fois qu'on s'est approprié des circonstances, qu'on a compris les définitions, qu'on a réussi à s'accommoder avec ces pratiques-là, eh bien ça redevient encore plus difficile quand il s'agit d'essayer de faire presque la même chose, et en fait c'est pas exactement la même chose, dans des circonstances différentes, où on n'a pas encore soi-même pensé complètement la réalité du décès, où on n'a pas pu construire du tout son discours, son argumentaire intime, et être confronté aux mêmes situations violentes, mais sans armes. Donc je crois que de ce côté-là, quand même, il y a eu beaucoup d'efforts de la part de l'Agence de la biomédecine qui, en donnant les moyens d'avoir des coordonnateurs de prélèvement de maximum de centres, ont finalement apporté une aide aux équipes en les dotant de personnes particulièrement, non pas sensibilisées, mais formées à la prise en charge des familles et à l'organisation du prélèvement. Et donc, je crois que cette leçon du passé, elle est tirée, mais elle n'est pas simple. Il n'est pas simple pour qu'elle donne ses fruits. Alors, je parle moins de la souffrance qui est la nôtre professionnelle du prélèvement, mais surtout de la souffrance des réanimations qui ne se projettent pas dans le projet de don. Et en fait, ce sont bien les réanimations qui ne mettent pas en évidence les donneurs potentiels. Si on mettait en évidence tous les donneurs potentiels à proportion de ce que fait la région Aquitaine, on doublerait le nombre de donneurs au plan national, on serait donc à 3000 donneurs et on résoudrait presque le problème de la pénurie. Donc comment obliger les médecins à respecter la loi sur le don, comme maintenant on se pose la question de respecter la loi Leonetti? Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de continuer ce qui est déjà fait, hein, c'est-à-dire de mettre en place dans les équipes des personnes dont c'est le travail, avec tous les travers que ça peut contenir aussi. Après, changer les mentalités, c'est lent, mais à la faveur des renouvellements d'équipes, on peut espérer que ça puisse aller mieux. Je sais pas, moi je manque d'idées. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus depuis des années, et il n'empêche que, effectivement, je ne l'ai pas commenté, ça faisait partie d'une de mes phrases de diapositive. Il y a d'énormes disparités régionales à tous les niveaux. Et ça, ça n'est sans doute pas que parce qu'il y a des régions dans lesquelles les gens sont moins solidaires que d'autres. C'est vraisemblablement, en effet, en partie lié à des représentations de médecins et d'équipes qui n'ont pas envie de souffrir en organisant les prélèvements, soit parce que leur idéologie leur interdit de considérer que la personne est défunte alors qu'elle l'est, soit parce qu'ils n'ont pas, pour des raisons qui leur sont propres d'ailleurs. Or, ce qui est acceptable de la part d'une famille, quand elle décide de dire non, moi
ça m'est insupportable de voir prélever mon proche, ne devrait pas l'être de la part d'un médecin. Ou alors, s'il veut mettre en avant sa clause de conscience, s'il en a le droit, il faut qu'il laisse la place à un médecin qui, lui, sera plus confortable avec cette activité. Non, elle n'est pas légale, mais enfin, elle existe dans les faits. Et donc, moralement, c'est un peu difficile d'obliger quelqu'un à faire quelque chose qui va totalement à l'encontre de ses valeurs et de son idéologie. Et le mieux, c'est que cette personne fasse autre chose. Une dernière question, excusez-moi. J'ai vanté le développement de la greffe de leur vivant, mais il y a une circonstance qui me gêne personnellement. C'est un enfant qui souhaite donner à un parent. Et j'avoue que cette réticence, je la projette en pratique, ce qui n'est pas bien. Mais je suis vraiment gêné quand une jeune femme de 20 ans, avec tout ça, veut donner un rein à une personne de 50 ans. Déjà je trouve, mais c'est personnel, il ne faut jamais... Je trouve que quand le parent accepte déjà ça, c'est un problème. Mais pourtant, la loi l'accepte. Et que donc, on n'a pas le droit de projeter ses convictions, ses impressions, ses choix sur les malades. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que cette question, c'est une question qui est emblématique du choix moral. C'est-à-dire que, en effet, il y a la loi qui dit il faut, si on est enfant, on a le droit de donner à son père et à sa mère. Et lorsqu'on est enfant, adulte, on a le droit de faire ce choix moral que de dire, eh bien moi, je veux aider mon père et ma mère, ou ma mère, et donc je vais donner un organe, puisque par ailleurs, on m'a bien expliqué qu'il n'y avait pas de risque. Et là, le médecin, il a une double responsabilité. Celle de bien expliquer à l'enfant en question, au jeune en question, que cette absence de risque, elle est à nuancer, premièrement. Et deuxièmement, celle aussi de lui ouvrir les yeux sur le fait que ce geste qu'il va faire vis-à-vis d'un de ses parents, ça sera fait une fois et que son parent, de toute façon, et c'est difficile à dire, a finalement un âge plus grand, des ennuis de santé, etc. Et il faut lui donner l'ensemble des éléments qui va ensuite lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, on ait la légitimité encore, en tant que médecin, à s'opposer formellement à un choix moral qui sera fait en toute conscience. La difficulté, c'est que, et ça je pense malgré tout que les comités donneurs vivants sont un vrai plus, c'est que de temps en temps, il ne s'agit pas d'un choix moral. Il s'agit d'une pression qui s'exerce de manière variable et qui est à l'origine de ce don-là. C'est la difficulté. Et je pense que ce n'est pas qu'un problème médical, là, c'est vraiment un problème multidisciplinaire, entourer ces gens et ne pas s'engouffrer, et c'est là qu'il y a une responsabilité supplémentaire du médecin, ne pas s'engouffrer dans la tentation de se dire, excusez-moi de dire ça devant vous, ça va faire une greffe de plus pour mon équipe, et en plus ça va faire une greffe qui marche bien. Ça n'est pas qu'un gros mot ce que je dis. Donc voilà. Donc il y a vraiment des responsabilités médicales derrière. Ça ne veut pas dire qu'on est encore en posture d'être au nom de notre bienfaisance et de notre désir de non-malfaisance en tant que médecin paternaliste, en droit de dire non, c'est pas possible et non, je le refuse. Mais par contre, on a sans doute un gros investissement à faire derrière parce qu'on est nous-mêmes en conflit d'intérêts dans cette situation. Madame, j'ai apprécié votre exposé. J'aurais aimé savoir si vous pouviez me renseigner
Par rapport à la campagne télé qui a été faite récemment, justement, sur le don d'organes entre vivants, elle est à l'initiative de qui concrètement, financée par qui et à destination de qui? Je ne suis pas sûre, comme je regarde peu la télé, de savoir de quelle campagne vous parlez. Peut-être que d'autres personnes dans la salle l'ont entendu, non? Est-ce que c'est celle dans laquelle des acteurs de cinéma disent c'est maintenant qu'il faut en parler ou qui appellent leur... Oui, me semble. C'est-à-dire, il y a des témoignages. Je suis une femme, j'ai donné mon rein à mon mari, il y a plusieurs scénarios, effectivement, et qui expliquent que, effectivement, c'est sans danger, c'est sécurisé, il y a un suivi après pour le donneur, etc. Je ne peux pas vous dire qui a financé, qui l'a demandé et qui l'a financé. Je peux vous donner mon avis sur la publicité en faveur du don. En tout cas, sur la possibilité de communiquer, il y a sans aucun doute une vraie nécessité. Mais communiquer, ça n'est pas embrigader les gens ou les tromper. Je me rappelle d'une campagne de publicité qui avait été proposée par une association de patients, qui avait été financée par un mécène et qui n'était pas une campagne de publicité télévisuelle, mais une campagne d'affiches, notamment sur les bus et les abribus, où il était écrit des choses très simples, du genre vous aimez vous réveiller à côté de lui, vous aimez crier parce qu'il n'a pas rangé sa brosse à dents, vous voulez que ça continue, à leur donner. Et à ce moment-là, la Société francophone de transplantation, qui est la société savante qui réunit les médecins transplanteurs français et francophones, avait été saisie par l'association en question pour demander que la Société francophone de transplantation se porte comme soutien de cette campagne de publicité. À l'époque, j'animais la commission éthique de la Société francophone de transplantation et j'avais conseillé plutôt qu'on ne le fasse pas. Pourquoi ? Parce que vraiment, je crois que c'est compliqué, en effet, de continuer de véhiculer une image d'Épinal de la greffe à partir de donneurs vivants ou à partir de donneurs décédés. Parce que si les statistiques, et c'est pour ça que je vous en ai parlé, sont vraiment très favorables, parce que si incontestablement, par la transplantation d'organes, nous transformons radicalement la vie et nous permettons la survie d'un nombre important de gens, à l'échelle d'une personne, rien n'est garanti. Nous ne travaillons pas avec des produits de santé, nous travaillons avec des organes qui viennent de personnes, qui sont donnés à d'autres personnes. Pour que la greffe prenne, il y a vraiment d'énormes conditions à respecter. Il y a un traitement à prendre, qui est un traitement qui n'est pas sans risque. Et finalement, nous remplaçons une maladie par une autre. Et nous n'avons en plus jamais la garantie absolue, même si la personne qui est en attente de greffe est dans un état de santé parfait en dehors de son insuffisance rénale, et si la personne qui donne est dans un état de santé parfait, nous n'avons jamais la certitude qu'il n'y aura pas un problème. Heureusement, ces problèmes sont rares. Mais c'est vrai qu'une campagne de publicité, qu'elle soit télévisuelle ou par voie d'affiche, qui ne montre que, en plus en sensibilisant l'individu à son échelle, que une situation dans laquelle il va se reconnaître, qui est une image d'Épinal, me semble quelque chose qui n'est pas très correct. Mais je ne peux pas vous dire qui l'a financé. Bien, pas d'autres réactions? Commentaires? Oui? Un micro? Oui, moi j'ai été un peu surprise qu'on puisse, même ailleurs, dans d'autres pays, réfléchir au prélèvement d'organes sur des personnes en état végétatif.
Donc, Alors, il y a déjà au moins 8 ans, un étudiant du labo d'éthique, qui est un réanimateur de l'armée, avait fait son mémoire de master sur justement les limites. Et il avait interrogé un certain nombre de soignants en France et en Espagne, mais les résultats dont je vais vous parler sont les résultats de la France. Un certain nombre de soignants, médecins, réanimateurs, infirmières, aides-soignantes, enfin des professionnels de soins impliqués dans le prélèvement d'organes. Et de façon inattendue, un certain nombre de ces professionnels exprimaient assez librement, alors qu'ils connaissaient parfaitement les définitions de la vie, de la mort en vigueur, et qu'ils étaient donc dans les pratiques, exprimaient qu'ils ne verraient pas d'inconvénient moral à ce que des prélèvements soient réalisés d'organes vitaux soient réalisés sur des personnes en état végétatif persistant, considérant que la perte de toute communication et la mort sociale qui en suivait finalement faisait peu de différence avec le décès lui-même. C'est la raison pour laquelle je crois vraiment qu'on a besoin de garde-fous. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la situation, dans la pratique, on peut oublier, parce qu'on n'a plus le temps d'y réfléchir, le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, voire de ce qu'on pourrait promouvoir. C'est la raison aussi pour laquelle il est important qu'on ne raisonne pas en vase clos et qu'on soit bien avec l'ensemble de la société à côté de nous. Aux États-Unis, il y a eu un débat il n'y a pas longtemps. Je vous ai vraiment confirmé, ça ne se fait pas, mais il y a une discussion et qui n'est pas si loin. Bon, pas d'autres questions. Peut-être une dernière pour clôturer. Il y a souvent une question qui ne s'exprime pas et qui est pourtant très pesante quand on est en situation d'attendre sur la liste d'attente. C'est un mot terrible, hein, la liste d'attente. On sait que la liste est longue, on se demande si l'attente va être longue ou courte, et on n'est pas renseigné sur le pourquoi, du comment, de la longueur sur cette liste d'attente. Est-ce que les personnes qui gèrent cela, l'Agence de la biomédecine, a déjà pensé ou pas à donner une information, éclairer, encourager ou répondre à quelques inquiétudes à propos de la liste d'attente, une fois qu'on y est dedans et qu'on ne sait plus rien, sinon qu'il faut attendre. Et voilà, ou alors à propos de la répartition des greffons, il y a beaucoup de questions qui sont posées comme ça, mais comment ça se répartit? Ça veut dire pourquoi pas à moi. Mais il y a un besoin d'information manifeste et qui n'est pas donné et qui pourrait peut-être être donné, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on n'est pas en devoir de rassurer, d'encourager ou d'informer, tout simplement? Je pense que cette question est une question particulièrement délicate et épineuse parce que je pense que nous ne sommes pas tout à fait tous satisfaits de la réalité de la situation. C'est-à-dire que les disparités régionales dont on parle, par exemple dans l'implication dans le prélèvement, elles existent aussi dans le fait de donner ou pas accès à la liste d'attente. Et que l'ensemble de ces disparités, imaginons une région dans laquelle on prélève peu, mais on inscrit peu, et bien finalement les gens attendent peu. Et comme on peut être intelligent et n'inscrire que des gens en bonne santé, relativement jeunes, et prélever des organes chez des gens jeunes, et bien dans cette région, tout se passe en apparence pour le mieux du monde, et la liste d'attente, la durée d'attente est brève. Dans d'autres régions, eh bien, on inscrit beaucoup, on n'est pas discriminant, on inscrit des gens de tous âges, de tout nombre de comorbidités, et puis on prélève autant qu'on peut prélever, mais on n'a pas d'adéquation entre les deux. Et à ce moment-là, la durée d'attente est très longue. Donc en France aujourd'hui, pour répondre à la question de la durée d'attente, et ça commence à se savoir, les durées d'attente d'une région à l'autre sont très différentes et elles sont
différentes selon les pratiques des médecins qui les gèrent. Ce qui implique de temps en temps des déplacements de patients, puisque les mieux informés vont s'inscrire sur une liste, puisqu'on dit que la liste est nationale, c'est vrai, on a le droit d'être inscrit qu'une seule fois sur la liste nationale, mais cette inscription est gérée par un centre précis de greffe dans une région donnée. Et donc les gens les mieux informés vont changer de région quelque temps pour aller se faire inscrire, s'ils réunissent les critères, dans la région où ils vont être greffés le plus rapidement possible. Donc l'agence de la biomédecine qui travaille à ça, pour l'instant, à mon avis, n'est pas tout à fait prête à communiquer. Néanmoins, il y a des résultats, des durées d'attente comparatives qui sont produites dans le rapport. Ton autre question, c'était sur la... Pardon? Oui, mais l'information sur... Sur le mode de répartition des... Voilà, des sur le mode de répartition. Et là encore, en fait, le problème, c'est que je crois qu'aujourd'hui, s'il y avait une information sur le mode de répartition, elle serait très délicate à donner parce que, en tout cas en Rhin, il y a des règles qui sont très strictes, avec des priorités, avec des ordres de passage, etc. Mais tout ça, finalement, est calculé sur la base de scores complexes qui essayent de faire en sorte que l'équité soit garantie le plus possible. Mais ces scores sont différents d'une région à l'autre. En tout cas, ils l'étaient jusqu'il y a peu de temps, à moins que ça ait changé très récemment. Voilà. Ce qui fait qu'il faut, pour avoir une information valide, faire une information qui soit régionale. Et ça n'est pas particulièrement facile à assumer pour une agence d'État. Donc je pense que là encore, il y a du travail qui est fait et le jour où les disparités régionales disparaîtront, peut-être qu'il y aura plus de transparence vis-à-vis des patients et du public sur les modalités d'attribution des greffons. En sachant que ce que je dis là, il ne faut pas mal l'interpréter. C'est-à-dire qu'au sein d'une région donnée, les gens sont tous inscrits et greffés avec des greffons qui leur sont attribués, tous avec les mêmes règles. Mais d'une région à l'autre, c'est pas la même chose. Et donc, c'est pas facile. Bien, merci beaucoup, merci pour tout, cette magnifique conférence et votre participation. Bonsoir.